Merde, à chaque fois je me trompe. Un petit Soundgarden hein, sur Spotify, ça va être cool. Eh Nan, tu fais quoi là? Quoi? Écoute quoi là? Soundgarden! C'est un groupe de grunge de Seattle. Soundgarden. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et c'est comme ça que t'écoutes de la musique? Qu'est-ce que tu me dis là? J'écoute sur mon smartphone, sur Spotify. Quoi? Sur Spotify? Sur ton téléphone? Mais y a rien de mieux que ça! Mais ça c'est le vinyle mec! Ça c'est le côté vintage! Ça c'est comme ça qu'on écoute la musique, regarde, c'est beau! Ah, ils sont beaux, regarde, il y a des trucs collector, c'est trop beau ça, regarde! Ça c'est vachement bien, ça, regarde, c'est beau, ça sent bon! Ah, regarde, bon, il y a un peu de poussière, hein, faut nettoyer, faut faire attention, c'est un peu fragile effectivement. Un mec, faut vivre un petit peu avec son temps aussi. Vivre avec quoi? Ton temps, sérieusement. Son temps. T'es bien gentil mec, bon le vinyle ça crépite, tu peux pas l'emmener où tu veux. Pourquoi écouter de la musique ailleurs que chez soi? Enfin franchement... Et vous, c'est quoi votre support préféré? Il est évident qu'aujourd'hui, nous n'écoutons plus la musique de la même manière qu'il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Tout cela s'explique par l'accélération des innovations scientifiques et techniques tout au long du XXe siècle. Bien évidemment, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous dirai quel est mon support de musique préféré. Vous noterez que j'évoque très succinctement la radio et presque pas la télévision. C'est un choix qui repose avant tout sur le fait que je voulais me concentrer essentiellement sur le support, que ces deux outils feront l'objet d'une autre émission, c'est promis. Du cylindre phonographique au streaming musical, l'auditeur va avoir de plus en plus de possibilités et de choix d'écouter ses titres, artistes et groupes préférés. Toutes ces innovations et multitudes de supports vont clairement redessiner notre façon d'écouter, de consommer la musique. Il est donc intéressant de se poser cette double question. Comment ont évolué les supports musicaux et quel a été l'impact sur notre façon de consommer la musique? Et si on remontait le temps ensemble? Avant d'avoir la possibilité d'écouter de la musique à l'aide d'un appareil, la seule façon de profiter du son était d'assister à une représentation. Pendant la seconde moitié du 19e siècle, des inventeurs cherchent à tout prix à sauvegarder des sources audio. Telle l'invention de l'imprimerie, le souci premier de l'homme est bien évidemment de conserver une trace de son histoire, de ses arts. La musique, c'est-à-dire son interprétation, sa spontanéité et sa marque dans le temps, interrogent sur la façon dont nous pourrions conserver une trace pour les générations futures et aussi pour partager cet art ailleurs que dans un lieu dédié. Le cylindre phonographique est le point de départ de notre grande aventure des supports musicaux. Lorsqu'en décembre 1877, Thomas Edison invente le phonographe, il enregistre les sons sur un cylindre recouvert d'une feuille d'étain. Le 30 avril 1877, Charles Cros avait déposé un mémoire qui préconisait cette méthode. Son utilisation est très limitée. En 1887, Emil Berliner, ingénieur allemand, naturalisé américain, invente le gramophone, permettant d'écouter de la musique à partir d'un disque phonographique qu'on appellera bien plus tard le 78 tours. Son principe, diffuser le son enregistré à partir d'une reproduction mécanique. Le plateau, motorisé du gramophone, puis du tourne-disque, entraîne le disque à une vitesse angulaire constante. Dans le sillon, on pose une aiguille ou un diamant relié mécaniquement à une tête piezoélectrique ou électromagnétique fixée au bout d'un bras sur pivot.
Ces têtes restituent sous forme de signal électrique les modulations éventuellement amplifiées. On pourrait aussi évoquer le télégraphone sorti en 1888, mais c'est surtout le 78 tours qui prime. Début du XXe siècle, la musique enregistrée connaît un véritable essor grâce à des entreprises telles que la Victor Talking Machine ou encore Pathé qui produit des disques en France. Les années 1920, plus particulièrement 1925, voient à leur tour une innovation technologique, la lampe triode et l'apparition de cellules de lecture amplifiées électriquement permettant d'augmenter le volume sonore tout en réduisant l'usure tant des aiguilles que des disques. Cela améliore la tenue dans le temps de la reproduction sonore. C'est aussi dans cette même période que la radio commence à diffuser des émissions. On aurait pu citer la BBC, créée en 1922. Depuis les années 1930, le 78 tours en lag devient ainsi le support universel, mais malgré son franc succès, le 78 tours est rattrapé par de nombreux défauts. Sa fragilité, son poids et les conditions de transport limitent son utilisation à long terme. En parallèle, des chercheurs mettent au point des nouveaux systèmes d'enregistrement et d'écoute, le magnétophone à bande, le Tefifon en 1936. Mais c'est surtout le TC ou Transcriptions Disc en 1934 qui va révolutionner les procédés de lecture avec l'arrivée du disque micro-sillon ou plus communément appelé le vinyle. Le vinyle. En 1948, Columbia trouve une première alternative et dépose un brevet. C'est le 33 tours vinyle dont il propose sa commercialisation. Son concurrent RCA refuse d'adopter ce format et propose peu après le 45 tours vinyle. C'est la période dite de la guerre des vitesses. C'était pas ma guerre! Qui va prendre fin lorsque les deux vont finalement s'entendre en mettant en commun les brevets respectifs. Ainsi, on a le 45 tours d'un côté qui est léger, qui est solide, qui est transportable à peu de frais et il devient le véritable support de prédilection des musiques populaires. Et de l'autre côté, on a le 33 tours qui est plutôt destiné à accueillir le répertoire classique. Chose importante, le vinyle ouvre la voie à la diffusion de masse et la bande magnétique va révolutionner la production. L'industrie musicale n'y voit que des avantages. On a l'abandon de la gravure directe sur disque qui permet de réduire les coûts et la gravure magnétique offre un meilleur contrôle du processus d'enregistrement. On peut enfin scinder les sessions d'enregistrement, couper les fautes éventuelles, choisir et mélanger les meilleures prises, c'est le début du copier-coller. Quoi ? Le disque n'est plus le support d'un événement réel, mais d'un événement idéal. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. À la même époque, la radio toujours, mais type récepteur grand public se standardise. Le marché du disque se porte super bien. On peut citer par exemple Mercury, Specialty qui ont été créés en 1946 et en 1954 on voit naître 3 grosses firmes dans une seule ville qui est Memphis avec Duke, Meteor et Sun créés par Sam Phillips. Fin des années 50, les majors ne possèdent plus que 34% de la part de marché de la vente de disques. La radio à transistor connaît un succès fulgurant de par son énorme avantage. On peut l'emmener partout, dans sa chambre, en vacances, dans la rue, sur la plage. Et la radio n'est plus familiale, elle devient individuelle. C'est la grande période des hit parades et des grands succès du rock à partir de 1956. Tout cela se justifie par le développement de cultures de masse. On parle aussi de sociétés de consommation, principalement dans les pays occidentaux. Tout le monde travaille, tout le monde peut consommer télévision, radio, électroménager et bien évidemment la musique. On aurait pu aussi évoquer le flexi-disc inventé vers 1962. C'est une sorte de mini vinyle de 18 cm qui était utilisé comme un support publicitaire et qui accompagnait les magazines et paquets de céréales. Un an plus tard, un objet rectangulaire va faire son apparition, c'est la cassette audio. La cassette c'est bien aussi ça. 1963, la cassette ou cassette audio vient de voir le jour. C'est un support d'enregistrement magnétique inventé par Lou Ottens, mis sur le marché en 1963 par Philips. Elle contient 2 bobines autour desquelles s'enroule une bande magnétique, comme vous pouvez le voir.
La cassette permet d'enregistrer et d'écouter de la musique ou tout autre type de son, bien évidemment. Elle s'utilise avec un magnétophone. D'ailleurs, on parle aussi de magnétocassette, magnétophone. Au départ, la cassette n'est destinée qu'à des fonctions de type dictaphone, donc finalement, elle ne servait qu'à enregistrer en direct. C'est un énorme succès pour plusieurs raisons. Son coût de fabrication, il impacte forcément sur le prix de vente. Il est plus abordable d'acheter des cassettes plutôt que des vinyles. Sa taille, son poids, on peut l'emmener avec nous afin d'écouter son nouveau groupe phare chez un ami ou une amie. Et surtout, les magnétocassettes ont quasiment toujours la fonction enregistreur. La cassette devient la norme audio domestique. C'est le début de l'ère du piratage audio. Pirate! On peut en effet recopier notre cassette, un vinyle, si on sait bidouiller, ce qui passe à la radio, ce qu'on veut. On peut créer ses compiles, les échanger, les vendre. Oui, un peu comme des Pokémon. Pikachu! La cassette audio supplante certains concurrents. La cartouche 8 pistes inventée en 1964, mais toujours pas la paire 33 tours 45 tours. Ou encore le maxi 45 tours. Dans le même procédé, on retrouve la microcassette en 1969 et même la cassette vidéo VHS en 1976. En parallèle, se développe aussi la disquette en 1971, mais c'est une autre histoire. Et une date phare, importante, déterminante, va changer encore une fois la façon d'écouter la musique. C'est l'invention du Walkman en 1979 par Sony, puisqu'il rend la musique mobile. La musique se transporte, s'écoute à tout moment et en tout lieu. C'est le début de la grosse concurrence cassette face au disque. C'est une période de grande prospérité pour l'industrie musicale jusqu'en 1982. Mais la cassette audio comporte quelques points faibles. Déjà la qualité sonore. Les bandes qui s'usent à force de rembobiner et d'écouter aussi. La vitesse de défilement standard de la bande magnétique limite finalement la qualité sonore, surtout dans les hautes fréquences. Et pour réduire le souffle et augmenter la dynamique audio, on a beaucoup d'enregistreurs qui vont être équipés d'un système de réduction de bruit de fond. En général, on parle de Dolby NR, B ou C. On est vraiment dans le jargon des fans de hi-fi, stéréo, machin, Dolby. Mais la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Cela n'empêche pas la cassette de dépasser le vinyle en termes de vente. Grâce à l'autoradio, le Walkman, on en a déjà parlé, et le lecteur cassette ultra portable. 82, c'est vraiment une date phare parce que les ventes de musique se tassent et les principales firmes telles que Atlantic, Capitol ou bien encore Columbia sont en train d'annoncer des liquidations de personnel. Et outre ces conséquences économiques et la modification sociale qu'entraîne la consommation de musique, la cassette a aussi un impact politique. On voit beaucoup de ventes de l'autre côté du rideau de fer en URSS et même en Iran. Dans cette même période, une nouvelle technologie fait son entrée et permet de stocker et produire le son rendu possible grâce à un principe mais complètement fou. La numérisation. Le laserdisc est né. Nous sommes en 1978 et il ouvre les portes à une innovation technologique qui va elle aussi révolutionner la façon d'écouter la musique. C'est le début du compact disque. Le CD, ça c'est cool. La numérisation peut être considérée comme la troisième révolution de l'histoire de l'industrie musicale. Après l'imprimerie à la Renaissance et les premiers moyens d'enregistrement à la fin du 19e siècle, on peut enfin convertir un signal sonore en une suite de nombres permettant de le représenter sous une forme informatique. On peut donc créer, recréer, réinventer, pirater, transformer la musique sans aucune limite. Le CD découle clairement de cette révolution sonore puisqu'il stocke des données sous forme numérique à partir d'une méthode optique. Un faisceau de lumière cohérente, le laser, va frapper le disque en rotation. Les premiers sont commercialisés durant le second semestre de l'année 1982. Ces premières années sont très timides en termes de vente. C'est l'année 85 qui va marquer un tournant pour le CD, puisque Dire Straits va sortir son nouvel album Brothers in Arms.
Cet album est enregistré intégralement en numérique, hein. On parle de DDD, captation, mixage et mastering. Cet album doit servir à convaincre les plus sceptiques. Les morceaux sont joués sur de grands contrastes, de dynamique, les titres d'ailleurs sont même proposés dans des versions plus longues que sur le vinyle. Et tout ça pour montrer les grandes capacités de stockage du CD. De plus, la pochette, elle rassure, parce qu'elle a une vision moderne, et en même temps, elle est aussi au service de la tradition, hein, puisqu'on voit une belle guitare. Le CD n'a que des avantages. On a une meilleure reproduction du son, l'objet, il est plus durable, plus résistant, maniable, il permet en plus une écoute intégrale du contenu, sans avoir à manier un support. On peut choisir le titre que l'on veut, juste en cliquant sur un bouton. C'est l'alternative idéale. Les firmes vont se régaler en rééditant de nombreux disques et dans tous les formats en faisant le bonheur des nostalgiques et en même temps aussi des jeunes curieux en train de se construire de véritables discothèques. Fin des années 80, la coexistence entre les CD, les cassettes et puis aussi les vinyles n'a jamais été aussi bonne. On incite vivement le consommateur à posséder finalement les 3 supports en même temps quand il achète le nouvel album. 1988, les ventes de CD commencent à dépasser en volume les ventes des vinyles. Tout le monde y adhère, même les plus sceptiques. Les firmes sont aux anges, puisque les prix pratiqués des CD restent très élevés, ils sont même plus chers que certains vinyles, alors que les techniques de production coûtent beaucoup moins cher, et ça fait des digital remastering pour pas cher, des bonus tracks, des magnifiques coffrets collector, toujours plus chers pour avoir le plus beau. L'industrie musicale devient donc très riche. On aurait pu citer d'autres supports qui sont un peu dans la même veine que le CD, la DAT, qu'on appelle aussi Digital Audio Tape, le mini-disque en 1991, qui ne fonctionne pas très bien en Europe. Pourtant, j'en avais un et franchement, je me sentais quand même très différent des autres qui avaient tous des MP3 à l'époque. C'était vraiment très intéressant. La cassette DCC en 92, le vidéo CD ou VCD en 93, le DVD audio, le Super Audio CD SACD en 99, le Dual Disc en 2005, le Blu-ray audiophile Pure Audio BDA en 2013. Il y en a trop. Aucun ne connaîtra autant de succès que le CD. Mais en 1989, un réseau informatique se développe. Internet. Il permet d'interconnecter l'ensemble des réseaux mondiaux à partir d'ordinateurs et de serveurs. C'est le début d'une autre révolution des supports musicaux, la dématérialisation. 1994, Aerosmith propose un titre inédit et uniquement disponible sur le web. Il faut bien évidemment des heures pour obtenir le titre, mais le mouvement est lancé. Et les Rolling Stones vont faire de même avec un extrait d'un de leurs concerts à Dallas. Tout le monde veut s'y mettre. Et le gros problème, il se trouve dans la lourdeur et la taille des fichiers de type WAV. Et c'est encore une fois en Allemagne qu'on va trouver la solution. Nous sommes en 1995, le FIS met au point un nouveau format, le MPEG-3 ou MP3. Ce nouveau format permet de compresser des fichiers de musique numérisés. La manière dont la musique est distribuée, stockée, jouée va complètement changer. Le format dématérialise la musique, elle-même va s'affranchir de son support matériel pour on va dire la première fois. Et d'ailleurs, en 2000, la clé USB va se développer. En parallèle, Apple propose un service de téléchargement payant, le Oh puis merde. On est en 2002 et ça s'appelle iTunes. Si vous possédez un iPod, puis plus tard un iPod Nano ou un iPod Shuffle, vous pouvez transporter à la manière d'un Walkman des milliers de titres dans votre poche. Ce sont les débuts du téléchargement légal. Ces nouveaux modes d'intermédiation modifient l'usage de la musique et le lien entre le consommateur et l'artiste. Comme on l'a vu, on peut télécharger un morceau de musique et l'écouter à volonté. Mais si on parle de téléchargement légal, ça veut dire qu'on va parler aussi de téléchargement illégal. Le plus emblématique site, c'est Napster. Fondé en 1999 par Sean Fanning et Sean Parker. Les mecs, ils ont le même prénom, quoi. 6 mois plus tard, Napster fait déjà l'objet d'une plainte judiciaire pour atteinte aux droits d'auteur. Mais ce n'est pas terminé, puisque des artistes très populaires vont se lancer en guerre contre Napster. Metallica, Madonna, Dr. Dre,
Hey, are you the guys protesting free internet music downloading? On peut se mettre un peu à leur place, surtout quand vous vous réveillez le matin et que vous découvrez que votre nouveau titre, qui n'est même pas encore sorti officiellement, est déjà sur la toile. On pourrait citer BitTorrent, Kazaa, Emule, LimeWire, Pirate Bay qui avait été créé en 2002. Tous connaîtront le supplice des procès, voire même de la prison pour Pirate Bay. Même en France, on met en place le dispositif Adopi pour intercepter les consommateurs pirates. Mais les évolutions technologiques vont permettre très rapidement aux consommateurs de télécharger directement sur internet. On est en 2005 et on pourrait citer tout simplement Megaupload. Et un nouveau procédé apparaît, le streaming. Oh là 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 là, le streaming. Ce mec m'exaspère. 2007, un nouveau système de streaming voit le jour. Il est inventé par Deezer. Il permet aux consommateurs de pouvoir écouter quasiment tous les artistes, tous les albums, toutes les chansons qu'il veut, gratuitement, avec un petit peu de publicité, sans avoir à la télécharger. Le streaming. En 2008, Spotify fera de même et ça sera le principal concurrent de Deezer. Et j'en passe, il y en a tellement. Spotify quoi ? Les conséquences pour le marché du disque sont catastrophiques. On peut noter qu'entre 2000 et 2008, le prix du CD a chuté de 25%. Et les grands groupes tels que Tower Records, Virgin Megastore sont en train de faire faillite. Les consommateurs ont déserté les magasins avec une chute de fréquentation de 33% entre 1999 et 2008. Dès lors, la chaîne de valeur ou de production de l'industrie musicale va être complètement déstabilisée. Et les modes de distribution et de monétisation sont repensés à travers des nouveaux modèles de distribution, le téléchargement, le streaming, de nouveaux modèles de consommation avec l'ordinateur portable, la tablette, le smartphone, de nouveaux modèles de financement, publicité, paiement à l'écoute, abonnement ou encore le financement d'artistes par les particuliers, le crowdfunding. Enfin, de nouveaux services, les plateformes de partage de sa propre musique avec par exemple SoundCloud, Bandcamp. En conclusion, nous pouvons donc constater qu'en plus d'un siècle, la musique a connu d'innombrables supports à travers des petites et des grandes révolutions. À chaque support, sa façon d'écouter la musique, le regain pour le vinyle et même de la cassette audio en disent beaucoup. Et en même temps, on se rend compte que les internautes ne veulent quasiment plus payer pour de la musique dématérialisée. On passe par YouTube, Spotify n'est même pas obligatoirement payant. Demandez à la génération des moins de 30 ans, mais pour beaucoup, acheter un support physique, ça devient quelque chose, on peut le dire, de presque archéologique. Comme dirait Christophe Pirenne. Bien plus encore, la musique ne serait-elle pas devenue une sorte de produit d'appel ou un contenu qu'on propose comme un simple objet de consommation? Du coup, quelle est la prochaine étape? Moi je me pose ces questions et puis vous pouvez vous les poser. Quelle est la place de l'album, de l'EP aujourd'hui? Est-ce que c'est la chanson qui prime, la playlist, la tendance, l'extrait? À vous de voir. Alors, quel est mon support de musique préféré? Eh bien, j'en ai deux. Le premier, c'est le vinyle. Je trouve que le vinyle, ça reste vraiment quelque chose de top. C'est un objet de collection, c'est beau. Mon deuxième support de musique préféré, eh bien, ça reste ça. Ça peut être Spotify, ça peut être Deezer. Moi, je trouve qu'il n'y a que des avantages parce que finalement, on peut écouter la musique où on veut, quand on veut. On est vraiment sur le même principe que le Walkman. On écoute ce qu'on veut, on crée des playlists, on se fait nos compiles. Donc, je trouve ça plutôt cool, vraiment. Et puis, sincèrement, il faut vivre avec son temps. C'est bien de vivre avec son temps. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous trouverez quelques liens bibliographiques juste en dessous. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne écoute. N'empêche, c'est quand même pas mal les écouteurs sans fil. Franchement, c'est cool le 21e siècle.